ومن بعد شكون هادي بوشاعو ومن بعد هيثم الاستاذ دكتور. لا قال لك يبدا هو الاولاني صافي يبدا واخا يبدا الاستاذ هيثم ويتبعوا السي بوشاعو ويتبعوا رومينكم وولي داكور. اوكي So يلا. So good morning. I would like to welcome you all here in the last activity of COP27 planned by ISISCO. So today, theme will be past and current climate change, forces, answers, impacts, and feedbacks. We have today with us three very qualified experts in their fields. Dr. Robin Duponois, who is Director of our research in the Research Institute for Development in Montpellier. We have Dr. Hatem Abu Shamala, who is Assistant Professor at Abu Dhabi University, and Dr. Hussein Bouchau, a climate change expert in Ibn Zohri University and UM6P Morocco. Today we will be reacting in two languages, English for Dr. Abu Shamala and French for Dr. Duponois and Dr. Bouchau. And I would like to invite Dr. Abu Shamala to start, as he will be having an appointment at 12, so we will have to leave earlier. Dr. Hali, you would like to add something? Marhaban, bienvenue. Je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté de bien vouloir participer avec nous. Tout d'abord, c'est Bouchau ici, Monsieur Bouchau et Monsieur Robin. C'est deux experts avec lesquels j'ai travaillé pendant longtemps. C'est des chefs de projet. Ils ont un projet où il y a le Maroc, la France, le Mexique et d'autres pays. Je suis très content de vous avoir parmi nous. Je tiens à remercier aussi Monsieur Hatem d'avoir accepté de participer avec nous. شكرا لك دكتور حاتم على قبول الدعوة. Thank you very much for your participation and welcome. وعلى بركة الله. I think that Dr. Abu Shamala is having a problem. I'm just asking him to rejoin. Well, in this case, we are trying to relog with Dr. Abu Shamala. If Dr. Duponois or Dr. Bouchau would like to start, and he will be interfering second. Est-ce que vous souhaitez, enfin, qui souhaiterait commencer en attendant que Monsieur Bouchamala se reconnecte? C'est Bouchau, je m'en occupe. Vous voulez commencer? Tu peux commencer, Robin? Non, toi, non, ça serait bien que tu commences parce que tu as une vision plus large de la problématique de changement climatique et moi j'interviendrai ensuite. Je ne sais pas si c'est une proposition, si tu le souhaites. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Vous voulez que je partage avec vous la présentation? Oui, allez-y. D'accord. As you like. Ok. La caméra. Donc, bonjour tout le monde. Donc, c'est un plaisir. Docteur Bouchau, si vous pouvez juste partager avec vous ou allumer votre caméra, s'il vous plaît. D'accord. Attendez que je projette ma... C'est bon? D'accord. Ok. Donc, comme j'ai dit, donc c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour parler un peu de ces problématiques changement climatique impact. Et je remercie mon ami Mahli d'avoir associé à cet événement et les collègues de Cisco. C'est très important. Donc, bonjour
Arouba, bonjour aux collègues des Émirats, c'est-à-dire à monsieur Abou Chabat. C'est-à-dire, donc, ça c'est aujourd'hui, donc on va parler un petit peu de cette problématique de changement climatique. Donc je vous cite un petit peu quelques exemples, quelques aspects globaux un petit peu de ces impacts en général, notamment dans le pays de MENA. Et comme si Omar l'a dit, donc c'est ce projet-là, c'est discussion un petit peu, donc c'est le fruit un petit peu d'une coopération transatlantique entre différents partis qu'on avait élaboré à l'époque de Siama quand il était président de l'université. Et puis c'est l'un des projets qui a bien marché parce que c'est un des projets qui a été financé entre autres par l'Académie Hassan II. Et puis, nos bailleurs de fonds, ils étaient très, très contents de ce projet-là. Et puis, avec tous les résultats qu'on a élaborés, et principalement, c'est-à-dire au sein de notre cité d'innovation, là où Robin était associé aussi dans pas mal d'initiatives sur ce projet. Donc, si je parle un petit peu quand on parle des changements climatiques, c'est-à-dire que, comme le titre de l'événement l'indique, c'est-à-dire on regarde un peu le passé pour lire un petit peu, pour le comprendre, et puis pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans le présent et voir un petit peu comment on fait des prédictions, des prévisions, c'est-à-dire pour le futur. Donc là, c'est-à-dire toutes les diapos ils sont en anglais, donc comme ça les. Est-ce que vous arrivez à voir mon deuxième diapo? J'arrive pas à avancer. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que, c'est-à-dire si on commence un petit peu, c'est-à-dire c'est quoi le climat? C'est-à-dire c'est cette variabilité de la moyenne du temps à long terme, c'est-à-dire à l'échelle saisonnière, à l'échelle annuelle, au décadaire, au centenaire et puis au millénaire. Et puis le temps généralement c'est ce qu'on vit et le climat c'est ce qu'on prévoit. Et puis le climat il nous informe un petit peu, c'est-à-dire si vous voulez sur quel habit, c'est-à-dire quel vêtement il faut acheter, et puis le temps, il nous dit, c'est-à-dire quel habit ou quel vêtement il faut mettre, c'est-à-dire le jour même. Donc le climat, si vous voulez, c'est cette variabilité, comme j'ai dit, à l'échelle du temps, et puis voir un petit peu comment on peut définir un peu ce changement climatique. Donc, généralement, c'est à partir de l'enrichissement des données instrumentales, c'est-à-dire tout ce qui est température, précipitation, l'humidité, etc. On se base aussi sur l'historique, c'est très important, sur tout ce qui est histoire, tout ce qui est écrit, et puis tout ce qui est toutes les informations qu'on peut collecter, c'est-à-dire à différentes sources ou à partir de différentes sources. Et puis voir un petit peu quel est cet impact, c'est-à-dire quel est l'impact un peu de l'effet naturel, c'est-à-dire où les activités ou les causes des activités humaines sur ce changement climatique. Donc, pour les Nations Unies, par exemple, c'est-à-dire le changement climatique, il correspond aux activités humaines 100%. Donc ça, c'est l'essentiel un petit peu de ce qu'on peut déduire, mais les études de la recherche scientifique, si vous voulez, c'est voir un petit peu comment nous pouvons déterminer cette cause. Donc, quand on parle de changement climatique, certes, ça a changé, c'est-à-dire il y a un changement climatique. Donc, comme vous voyez un peu sur cette slide, c'est-à-dire que vous avez des causes naturelles, c'est-à-dire les forcings naturels, plus tout ce qui est activités humaines, c'est-à-dire le forcing des activités humaines, tout ce qui est tout simplement les gaz à effet de serre et puis les aérosols, etc. Donc, vous voyez un petit peu que actuellement, donc vous voyez qu'il y a une augmentation de la température qui indique, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation à partir de l'ordre de 0,5 degrés.
ces dernières années. Donc, et puis après, quand vous regardez un petit peu l'effet, par exemple, uniquement naturel, donc vous voyez que ce changement, il est là. Mais ça reste relativement minime par rapport quand on combine un peu l'activité humaine. Vous avez l'effet de serre où on a une augmentation, où les modèles et même les observations, c'est-à-dire montrent une augmentation de la température ces dernières années. Donc ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qui cause un petit peu ce changement climatique? On a dit, donc il y a la combinaison des deux causes, c'est-à-dire il y a la cause naturelle, c'est-à-dire tout ce qui est ensoleillement, l'énergie solaire et le volcanisme. Le volcanisme aussi, c'est très important. Parfois, ça peut induire des changements climatiques par baisse de température, augmentation de température. Et puis, il y a les gaz à effet de serre et puis les aérosols qui font augmenter. Donc, vous voyez un petit peu au XXe siècle, c'est-à-dire que vous avez l'augmentation de toutes ces effets de température à l'échelle globale. Et quand on parle de la variabilité climatique ou de réchauffement, et puis qu'on revient un peu en arrière, c'est-à-dire sur les 2 millénaires, on regarde un petit peu qu'il y a des réchauffements dans le passé. Donc, scientifiquement, on a détecté qu'il y a des réchauffements dans le passé. Donc, on a les Roman Warm Period, et on a le réchauffement médiéval, et puis on a aussi ce qui est caractéristique, c'est-à-dire c'est le petit âge glaciaire, vers les 1600-1800, et puis après, vous avez le réchauffement actuel. Donc, du point de vue variabilité climatique, réchauffement, etc., ça existe dans le passé. Tout simplement, c'est-à-dire actuellement, on reparle des changements climatiques, c'est-à-dire parce qu'on y ajoute, c'est-à-dire l'activité, c'est-à-dire ou la cause de l'activité humaine qui a fait réchauffer ou augmenter un peu les gaz à effet de serre et puis les aérosols dans l'atmosphère. Donc là, ce qu'on a, par exemple, c'est-à-dire sur cette variation, donc tout ce qui est, par exemple, dû au phénomène volcanique, tout ce qui est dû, par exemple, à la variation de température due au réchauffement solaire ou à l'énergie solaire. Et puis après, vous voyez que les activités à effet de serre, c'est-à-dire elles sont bien évidentes, c'est-à-dire dans les derniers décennies, c'est-à-dire dans le siècle dernier, qu'on a une augmentation quand même qui est là, qui est claire, sans ambiguïté. Donc ça, c'est ça qui, voilà un exemple de Menatubu. Ça, c'est l'effet volcanique. C'est-à-dire le volcan dans les Philippines qui a fait augmenter, qui a fait baisser plutôt la température de 0,5 degrés, c'est-à-dire par ce masque des poussières ou des aérosols, c'est-à-dire que la température du sol, c'est-à-dire a refroidi de 0,5. Donc ça, c'est un effet de changement climatique dû au volcanisme, qui était clair un petit peu dans, dans cette région des Philippines, c'est-à-dire pour dire un petit peu. Donc, ce refroidissement, donc il y a des refroidissements, par exemple, dans une région, c'est automatiquement, il va impacter un peu ce qui se passe dans une autre région. Donc ça, c'est un peu l'effet quand on parle des changements climatiques. Et c'est un peu l'un des objectifs de notre coopération transatlantique, c'est-à-dire on essaie de voir un petit peu ce qui se passe de part et d'autre de l'Atlantique et voir ce qui se passe par exemple au Brésil, ça peut impacter le Maroc. Donc, quand on parle des changements climatiques, ce n'est pas quelque chose qui est bien caractéristique à une région, mais vous savez que les océans, ce sont des régulateurs du climat. Donc, circulation océanique, c'est ça qui régule en quelque sorte le climat, sa température de la surface des eaux de marines et puis tous les cyclones, par exemple. Donc, tout ça, ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'échelle globale et pourquoi on parle, c'est-à-dire de changement climatique qui est en quelque sorte aggravé par cette situation industrielle, c'est-à-dire de l'activité humaine dans les siècles, à partir du siècle dernier. Donc, tout ça, c'est-à-dire ça nous permet de collecter des données, de voir des mesures insulaires, d'avoir des observations, et c'est ça qui permet aux climatologues, par exemple, de faire des simulations
et nous dire, voilà, par des lois physiques, par des équations, et nous fournissent des prédictions, des prévisions pour dire, voilà, comment le climat il va être. Et vous voyez, c'est d'ailleurs tous les scénarios de prédiction, et il indique qu'il y a une augmentation. Hein. Donc, si on ne fait rien, donc voilà comment ça va se passer. C'est-à-dire ce qu'on observe par exemple à la météo sur notre écran de télé, donc on a des prévisions, ce qui est relativement vrai pour les 3 jours, mais à terme, c'est-à-dire des prédictions des modèles mathématiques ou des modèles climatiques qui nous permettent de voir des prévisions en fonction de ce qu'on a comme historique de la donnée, de ce qu'on a comme observation actuelle, et puis ça nous permet un petit peu de faire des prévisions pour le futur. Donc, si on ne fait rien, voilà comment ça va être la situation, donc augmentation sans cesse. Si, par exemple, c'est un peu l'objectif des COP, depuis quelques années, donc les COP ou les conférences sur le climat luttent, c'est-à-dire pour essayer de baisser ou de limiter un petit peu cette augmentation de température due aux gaz à effet de serre, etc. Donc ça, c'est un peu l'objectif, c'est-à-dire on peut dire voilà ce qui est déterminé, ce qui peut arriver, c'est-à-dire quand on fait des prévisions de pluie dans les 3 jours, et à long terme, c'est-à-dire ça, on passe à des projections des changements climatiques à long terme. Bien, donc, comme j'ai dit, donc si on ne fait rien, c'est le scénario catastrophique. Si on arrive à répondre, c'est-à-dire aux questions des COP et puis à minimiser, donc on peut minimiser, c'est-à-dire l'impact de ces changements climatiques sur notre Terre. Donc, c'est-à-dire, vous voyez ces scénarios, si on ne fait rien, on peut aller jusqu'à 3 à 5 degrés. Si on essaie d'appliquer un petit peu les recommandations des COP, c'est-à-dire on peut acter, on peut rester, c'est-à-dire 1,5 ou à 2 degrés, c'est-à-dire pour rester un peu dans ce réchauffement normal. Bien, donc ça c'est ces histoires un petit peu de cet impact, c'est-à-dire que, parce que nous, quand on parle de changement climatique, c'est-à-dire tout de suite, c'est-à-dire surtout dans les pays, on voit de développement dans les pays sous les climats arides, on le relie automatiquement à l'eau, à la ressource en eau. Et ça, c'est-à-dire tous les changements climatiques, ce qui veut dire tout simplement, c'est qu'on est devant un cycle de l'eau, dans sa phase atmosphérique, dans sa phase souterraine. Et puis, ça permet un petit peu de comprendre un peu ce qui se passe. Pourquoi ce dérèglement? Pourquoi, par exemple, on a des inondations, des événements exceptionnels, c'est-à-dire par-ci, on parle d'inondations de beaucoup d'eau, parfois par là, c'est-à-dire on a moins d'eau, donc tout est déréglé, c'est-à-dire les automnes ne sont plus les automnes, les hivers ne sont plus des hivers. Donc, c'est ça qui a perturbé un petit peu le fonctionnement des écosystèmes au niveau des régions, etc. Et c'est ça qui est la preuve axiale ou principale du changement climatique parce que tout est perturbé, c'est-à-dire à l'échelle globale. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir tout simplement que c'est la même quantité qui circule, mais il a pris des trajectoires, il a pris, c'est-à-dire il a subi un dérèglement total. Et puis parfois, c'est-à-dire on subit des conséquences. C'est-à-dire, si je prends l'exemple du Maroc, ça fait quand même 2 ans, 3 ans qu'on n'a pas beaucoup de pluie. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à avoir la moyenne ou la moitié de la moyenne annuelle. Et c'est ça qui a perturbé un petit peu, c'est-à-dire tous les cycles hydrologiques à l'échelle des bassins, etc. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire ce qui se passe dans la région MENA, Nord-Afrique et Middle East. Donc c'est un peu, on a les mêmes problèmes, on est dans le même contexte et puis on subit en quelque sorte un peu la conséquence de ces perturbations climatiques à l'échelle de notre région. Donc vous pouvez m'arrêter, donc si je déborde un petit peu sur le temps.
Donc, comment il faut faire? C'est-à-dire, what and how to do. C'est-à-dire que lorsqu'on observe, c'est-à-dire, si je d'un angle de recherche scientifique, c'est-à-dire on regarde un petit peu notre écosystème, notre bassin versant, notre région, etc. Quel est le signal d'entrée, quel est le signal de sortie, c'est-à-dire comment comprendre un peu l'écosystème, comment il fonctionne. Je peux parler d'un aquifère, je peux parler d'une rivière, je peux parler d'un bassin versant, c'est-à-dire on est là pour comprendre et comment répondre, c'est-à-dire comment s'adapter quelque sorte à cette variabilité climatique ou à changement climatique à l'échelle des régions ou à l'échelle d'un bassin, etc. Donc ça, c'est un peu la question, c'est-à-dire que comment lier en quelque sorte ce changement climatique à la ressource en eau. Donc c'est un peu notre but, c'est-à-dire notre objectif final, parce que comme j'ai dit, quand on parle des changements climatiques, surtout dans nos régions, c'est-à-dire on la relie tout de suite, c'est-à-dire à la ressource en eau. C'est-à-dire si on avait par exemple, si je peux notre cas, si on avait par exemple suffisamment d'eau pour l'agriculture, pour l'alimentation potable, je crois qu'on n'aurait pas le même degré de gravité, c'est-à-dire à ce phénomène de changement climatique. Mais comme s'il y a le changement climatique lié à la ressource, donc automatiquement, c'est-à-dire on cherche à s'adapter et à répondre à plusieurs questions. Ce qui se pose, c'est-à-dire que comment en quelque sorte faire cet équilibre entre la demande et l'offre sous la pression du changement et notamment du changement climatique. Donc c'est ça qui nous pose un peu le problème principal pour répondre, c'est-à-dire qui utilise cette ressource, comment il est utilisé, quelle quantité est utilisée, quel est le degré de la ressource, c'est-à-dire qui prend les décisions, quelle gouvernance et comment, par exemple, aller ou shifter d'une gestion conflictuelle. Il y a beaucoup de conflits sur cette matière, c'est-à-dire quand on parle d'eau, automatiquement on parle du climat. Et vers une situation d'approche participative ou de situation d'approche participative. Maintenant on parle d'intelligence collective, l'approche participative, etc. Même l'approche sociale, c'est-à-dire qu'il est un peu obligatoire d'intégrer un peu dans ces affaires-là. Donc ça, c'est des questions qui sont principales, c'est-à-dire à laquelle il faut répondre pour essayer de voir un peu cet équilibre, c'est-à-dire ce concept qui sort de cet équilibre climat qui nous permet en quelque sorte de voir cette ressource en eau d'un œil d'hydrologiste, c'est-à-dire qui essaie de comprendre, c'est-à-dire qui fait des études sur un bassin pour comprendre le fonctionnement hydrologique de son bassin de sa région, et puis qui est aussi un véhicule, c'est-à-dire pour les autres disciplines. On intègre un peu le socio-économique pour voir un petit peu comment répondre. Pour rendre visible cette solution pour le décideur, pour le politique. Et c'est ce qu'on appelle la science de la durabilité. Donc c'est ça, c'est-à-dire le but un petit peu final, c'est-à-dire pour les questions. Et quand on parle aussi du changement climatique, c'est ça qui perturbe, c'est-à-dire qui donne des réponses à nos questions, c'est-à-dire sur ces flux climatiques, la circulation des airs, des masses d'air, etc. Quand on parle de l'onde positive, c'est que par exemple dans la région on a moins d'eau, quand on parle de l'onde négative, d'ailleurs on a plus d'eau. Donc tout ça, c'est scientifiquement qui a des impacts, c'est circulation, c'est-à-dire à l'échelle globale, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui se passe par exemple en Afrique, ça peut impacter ce qui se passe en Amérique latine, ce qui se passe sur le Pacifique, ça peut avoir un impact, ce qui se passe sur l'Atlantique et autres. Donc tout ça est lié par ces systèmes régulateurs du climat qui sont les océans, donc la mission globale, c'est-à-dire pour répondre à ce challenge, c'est de traiter un peu cette question, c'est-à-dire à l'échelle globale, et d'ailleurs c'est l'objectif de la COP ou des COP plutôt, c'est-à-dire pour chaque, c'est-à-dire il y a
répondre à la question comment notre climat change par des changements climatiques qu'il est là. On sait maintenant quels sont les responsables et on essaie de répondre chacun, c'est-à-dire de un effort de son côté, c'est-à-dire pour essayer de réguler un peu tout ça à l'échelle globale, minimiser un peu ces impacts qui deviennent de plus en plus aggravant sur nos écosystèmes et la preuve il est partout. C'est-à-dire soit on a des inondations, soit on a des phénomènes de sécheresse. C'est-à-dire donc voilà un peu quelques exemples, c'est-à-dire de ces circulations anomalières. Donc là on a fait dans cette coopération, donc on sait bien maintenant qu'il y a un changement d'origine des masses d'air qui peut être perturbé par ces phénomènes de changement climatique qui est sous l'impact de ces activités humaines, qui est aggravé en quelque sorte par l'activité humaine, et ça nous donne un peu des conséquences sur le climat ou la variation de son eau. Donc, comme j'ai dit, tous les modèles, ils indiquent une augmentation de température et une diminution des précipitations. Et là où on vit aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les tendances, c'est-à-dire ils vont dans cette diminution. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, comme un peu le titre de cet événement, c'est lire le passé pour comprendre ce qui se passe dans le présent et faire des prévisions, c'est-à-dire pour le futur. Et voilà cette coopération qui a regroupé un peu plusieurs pays, c'est-à-dire dans le cadre de ce projet, et qui a donné, comme j'ai dit, des résultats intéressants et qui nous a permis un peu de comprendre sur le plan paléoclimat, c'est-à-dire qu'il y a des variations. La variabilité existe dans le passé. Maintenant, c'est-à-dire on parle de ce changement climatique parce qu'il y a une cause supplémentaire qui est l'activité humaine qui rajoute quand même un impact qui aggrave certaines situations. Et c'est ça qui nous permet un petit peu d'aller pour répondre, c'est-à-dire à ces challenges, à ces questions et reprendre un petit peu quelles solutions. On s'adapte, quelle résilience, quelle adaptation, quelle résilience. Maintenant, on est devant un fait accompli, c'est-à-dire on est obligé, c'est-à-dire de donner une réponse immédiate, urgente, parce que la situation ne peut pas continuer comme ça. Vous voyez comment les gens maintenant ils s'adaptent. Et puis, je tiens quand même parce que quand je parle de l'histoire, puis je parle aussi sur le contrôle de moi, parce que comme j'ai appris beaucoup de choses sur Christian, même s'il n'est pas historien, et nous donne beaucoup de leçons là-dessus, c'est-à-dire que le traditionnel, parfois, il est très important. C'est-à-dire par rapport à l'actuel, parce qu'on peut apprendre des traditions, des gestions de cette matière, par exemple, dans nos régions, qu'il y a des modèles de gestion qui marchent très bien. Et puis maintenant, on est en train, c'est-à-dire avec les nouvelles technologies, de retourner à ces systèmes traditionnels, parce que ce sont les moyens qui ont marché pendant longtemps et qui ont donné une satisfaction. Puis maintenant, on est en train de retourner pour certains systèmes. Quand on parle, par exemple, de la collecte de pluie, c'est un système qui existe depuis longtemps. Le système de qui existe depuis longtemps, donc c'est un système traditionnel qui marche. Et puis maintenant, on revient vers le programme d'Hectara. Malheureusement, il n'y a pas de ressources, mais c'est un système culturel, un patrimoine culturel qui marche très bien. Et puis la gestion, il était gérée d'une façon, on était fait d'une façon plus que satisfaisante. Je reviens maintenant, c'est-à-dire dans cette coopération, vous savez que parfois dans les grottes, vous savez un peu ce que ça veut dire les stalactites, les stalagmites, ce sont des enregistrements qui sortent du climat. Vous avez des précipitations d'un calcaire, c'est qu'il enregistre quand même une information. C'est-à-dire cette goutte qui a donné la précipitation de cette roche ou de cette compression. Donc, c'est une goutte qui a ramené une information du climat. C'est-à-dire quelles conditions cette goutte est tombée, dans quelles conditions de température, dans quelles conditions, par exemple, de circulation des matières, etc. Tout ça, c'est enregistré au niveau de cette
molécule, c'est-à-dire cette calcite, qui a donné naissance, c'est-à-dire à cette formation de fragments, etc. Donc, il y a un matériel qu'on a installé un petit peu dans une grotte, on suit un petit peu, c'est la grotte de la région de Gaziantep, pour ceux qui connaissent, et puis ça nous permet un petit peu d'enregistrer qu'il y a une variation climatique dans le temps. On arrive quand même à détecter des zones où vous avez où la température est moins de 5-6 dans le sous-sol. C'est-à-dire qui nous permettent un peu de suivre en quelque dans quelles conditions cette stalagmite, c'est-à-dire à précipiter. Et c'est ça qui nous permet d'avoir des informations. Sur long terme, et on a détecté quand même les taches glaciaires, les réchauffements médiévaux, etc., qu'on a enregistrés dans ces événements. Donc, ce sont des proxys, des outils qui nous permettent de voir ou détecter un peu les saisons sèches, les saisons humides dans le passé. Et puis qu'on peut comparer avec ce qui se passe actuellement. Et comme ça, on peut comprendre à partir de la lecture du passé, on peut comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire actuellement, dans le présent. Et c'est ça qui nous permet un petit peu de voir ou de faire des prédictions. Donc voilà un petit peu le réchauffement actuel, c'est-à-dire vers les 2000, c'est-à-dire le réchauffement actuel, c'est-à-dire qu'on a détecté grâce à isotopique, sans rentrer dans les détails, et puis qu'on a essayé de comparer un peu, c'est-à-dire sur d'autres régions, et puis ça nous permet un petit peu d'avoir au niveau de ces grottes-là la même variation, les mêmes tendances qui sort un petit peu sur plus de 1000 ans. Et puis on a détecté un petit peu, c'est-à-dire le médiéval climat est anomalie, et puis le petit âge glacial qui est bien identifié au niveau de l'origine. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre un peu le passé, et puis voir un peu comment on travaille un peu sur ces c'est-à-dire à partir de l'ancien jusqu'à le récent, et puis ça vous permet un peu d'avoir des indications relativement plus précises. C'est-à-dire sur ces variations climatiques, etc. Et ça vous permet de comparer ça avec tout ce qui est, par exemple, les indices Nord-Atlantic Oscillation, ou c'est-à-dire l'Atlantique décadale, c'est-à-dire la variation décadale, l'oscillation décadale de l'Atlantique. Donc c'est quelque chose qui est calqué sur les variations. On a détecté au niveau de ces spécialités, par exemple, des stalagmites. Donc c'est juste pour comprendre, pour dire un petit peu qu'à partir du passé, on peut avoir des informations parce que l'enregistrement a commencé par exemple sur les 150 ans, mais pour comprendre un peu, avoir une série très large, c'est-à-dire on est obligé d'aller vers ces indicateurs du passé qui nous permettent d'indiquer cette variabilité climatique, mais actuelle, qui est naturelle, parce qu'il n'y avait pas d'habitude à l'époque, mais maintenant, à travers Pixar, ces événements industriels, par cette technique humaine industrielle générale. Donc voilà notre exemple un peu sur la lagune de Khnifis, donc sur les zones humides, c'est-à-dire si je veux voir un petit peu cet impact des changements climatiques sur la variation ou la morphologie de ces écosystèmes des wetlands, c'est-à-dire des zones humides un peu dans la région, donc qui sont dues justement au réchauffement climatique actuel. D'autres, ça c'est un peu du point de vue historique aussi, c'est très important. Donc une étude qu'on a menée un peu dans le sud du Maroc, c'est-à-dire dans le cadre d'un PhD, et on a observé, c'est-à-dire changement à partir de la migration, de l'arrivée, par exemple, de je crois que c'est les 700, vous me corrigez, je suis nul en histoire, mais depuis l'arrivée, par exemple, de la culture musulmane, l'arabo-musulmane, c'est-à-dire qu'il y a un changement, parce qu'il y a beaucoup d'activités, agriculture, etc., qui se sont installées, et automatiquement, notre environnement a changé à partir des 700 ans. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a mis en évidence, c'est-à-dire grâce à ces études du climat du passé. Et je m'arrête là, c'est-à-dire, et puis pour laisser la place de temps aux autres collègues, et puis si vous avez des questions, c'est-à-dire avec plaisir. J'espère que ce n'est pas trop long. Juste pour partager avec vous un peu. Merci. Je vous rends la parole.
Je vous remercie, docteur. C'était très intéressant. Ça nous a donné, comme a dit en fait docteur Duponnois, l'image globale et puis en fait les causes du réchauffement, aussi bien les causes naturelles que celles causées par les activités humaines. Donc c'était vraiment très intéressant. Je vous remercie pour cette intervention. Je vais donner maintenant en fait la parole au docteur Duponnois. Malheureusement en fait docteur Abou Chamala a des problèmes techniques. Il ne pourra probablement pas intervenir. Donc je vous laisse docteur Duponnois continuer avec votre intervention. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis de retrouver ses collègues scientifiques qui travaillent sur cette même problématique. Alors, je partage totalement les conclusions de Houssen concernant l'évolution de ces aléas climatiques. Alors, moi, je travaille tout particulièrement sur le compartiment sol. Celui qu'on ne voit pas et qu'on a souvent ignoré. Et donc, comme l'a dit Houssen, c'est une des disciplines, la microbiologie des sols, qui s'associe à d'autres, comme hydrologie, etc., pour essayer de trouver des solutions à ces évolutions négatives du climat. Alors, concernant en partie, je n'ai pas de support visuel, mais on va pouvoir traduire ça très simplement. Vous savez aussi bien que moi, tous les événements qu'on a connus au cours de ces derniers mois, dernières années, à savoir des inondations catastrophiques et des incendies également d'une ampleur sans précédent, en particulier ici en Europe. Alors, une des conséquences en particulier de ces inondations, mais également les causes de ces incendies, c'est l'eau et comment l'eau arrive sur notre sol. Alors, à travers toutes les activités humaines, que ce soit du déboisement, etc., de la pollution des sols, artificialisation des sols, surexploitation des sols, on a on a une surface terrestre qui est hautement fragilisée et cette eau qui tombe de manière erratique détruit à travers ces phénomènes d'érosion les 20-30 cm superficiels du sol. Et malheureusement, dans ces 30 cm, c'est là où se passe la majeure partie de la vie biologique. Et on sait maintenant que cette vie biologique, microbiologique dans les sols, est intimement liée à la croissance, au développement du couvert végétal. Donc, si vous cassez ou vous paupérisez la diversité et l'abondance de ces micro-organismes dans le sol, automatiquement, vous allez avoir une productivité du couvert végétal affaiblie significativement, mais également un couvert végétal qui sera peu résilient vis-à-vis de tout ce qui est événements environnementaux. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de réenrichir à travers différentes méthodes, réenrichir la qualité au niveau qualitatif et quantitatif, les caractéristiques de ce qu'on appelle le microbiome du sol, qui va pouvoir gérer de manière durable la fertilité des sols et donc automatiquement un développement du végétal adéquat. Donc, alors tout ça, ça demande de repenser tout ce qui est aménagement du territoire, tout ce qui est agriculture, etc. Donc, repenser et, comme le disait Houssen, revoir des savoir-faire traditionnels, que ce soit la polyculture, les couverts polyspécifiques, etc. Des savoir-faire traditionnels qui étaient largement utilisés il y a des siècles et qui maintenant ne peuvent plus, parce qu'il y a une population en croissance exponentielle, ne peuvent plus subvenir aux besoins alimentaires en particulier de ces populations. Donc l'idée, c'est d'utiliser et de valoriser les innovations scientifiques
qui issus de la pédologie, de la microbiologie des sols, de l'écologie microbienne des sols, etc. C'est de les valoriser pour optimiser la production durable d'un écosystème ou d'un agrosystème. Donc c'est dans ce domaine-là où nous développons ces recherches scientifiques. Alors on l'a développé au Maroc, dans le Haut-Atlas, en particulier en mettant en œuvre des pratiques innovantes en foresterie, c'est-à-dire essayer de raccourcir le processus écologique classique de la dynamique d'un écosystème forestier, le raccourcir à travers la mise en place d'une composition d'espèces végétales associant l'essence ligneuse et puis d'autres espèces pionnières comme la lavande, comme le thym, des choses comme ça. Alors pas uniquement pour leur production, la qualité de leur production, mais également, et c'est là que réside l'innovation, pour leur impact sur le microbiome, donc sur un impact positif sur certains micro-organismes du sol, et en particulier les champignons mycorhiziens, qui est mon modèle d'étude depuis maintenant quelques décennies. Alors ces champignons mycorhiziens, ce sont des champignons qui vivent en symbiose avec la majeure partie des végétaux et qui ont diverses propriétés, en particulier celle d'améliorer la nutrition hydrique de la plante, d'améliorer la tolérance de la plante à des stress hydriques et d'améliorer sa nutrition minérale, en particulier en phosphore et en azote. Donc voilà. Donc le but du jeu, c'est d'utiliser ces champignons et puis certaines bactéries pour augmenter la qualité de ces processus et donc automatiquement améliorer le développement d'une plante, d'un arbre ou d'un arbuste ou de plantes de grande culture dans des milieux sous contraintes hydriques, contraintes minérales. Donc, on l'a fait au Maroc, on l'a fait également aux alentours de Marrakech, en mettant en place des itinéraires culturaux associant des légumineuses style fèves et puis des céréales style blé dur, mais également en introduisant dans le sol certaines composantes microbiennes qui vont améliorer le système. Et donc, automatiquement, essayer de minimiser l'impact de ces événements, de ces aléas climatiques sur la qualité et la quantité de ces cultures et de ces massifs forestiers. Donc le grand changement qui est urgent, c'est d'avoir cette approche intégrée associant le couvert végétal et ce qu'on sait du couvert végétal en termes de capacité de résilience, mais également gérer le sol et son contenu, et en particulier son contenu vivant. Voilà, c'est l'espèce on a parlé de révolution doublement verte, la révolution verte ayant été, mise en œuvre à peu près après-guerre pour assurer la sécurité alimentaire de nombreuses populations. Il y a eu de beaux succès, sauf que cette révolution verte était basée sur l'utilisation intensive d'engrais chimiques, de pesticides chimiques, mais également de cultures monospécifiques, c'est-à-dire mettre en place une variété sélectionnée pour ses qualités en termes de rendement. On a vu au bout d'un certain temps les limites de ce système, et donc la mise en place de cette agroécologie qui est à la base de cette révolution doublement verte. À l'heure actuelle, il y a tout un mouvement qui se développe là-dessus, où on promeut la mise en place de systèmes agroécologiques, donc respectueux de l'environnement, et avec une approche globale, mettant en étudiant les liens existants entre la couverture épigée, c'est-à-dire tout ce qui est végétaux, et puis tout ce qui est en dessous, hypogée, et tout ce qui est micro-organismes, gestion des micro-organismes. Voilà où
où nous en sommes. Il y a des résultats, il y a des pistes qui sont très prometteuses, mais avec un déficit en termes quantitatifs pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Mais en tous les cas, comme disait Lucène, cette science de la durabilité associant nombreuses disciplines scientifiques se doit d'être renforcée de telle façon à assurer une adaptation de nos écosystèmes à tout ce qu'on va pouvoir entre guillemets subir dans les décennies à venir. Voilà. Si vous avez des questions, mais en tous les cas, la présentation de Lucène a mérite de poser globalement les cadres de cette problématique scientifique. Et moi, je voulais donner seulement un exemple d'une discipline scientifique et de son intervention dans ce problème majeur. Merci. Alors, allez-y. Non, je voulais juste remercier Dr Dupont pour son intervention et puis justement donner la parole au docteur qui a certainement beaucoup de choses à nous dire dans ce domaine. Non, je ne peux pas parler après deux experts comme c'est Hussein et notre ami Robin. Ce que je voudrais proposer après cette rencontre, c'est qu'on puisse organiser avec les Cisco, avec la Fédération des universités du monde islamique, une grande rencontre autour de cette thématique très importante qui est le changement climatique, et puis avec des projets concrets, des projets de recherche comme le vôtre. J'espère pouvoir tisser des relations avec d'autres universités pour pouvoir organiser une grande rencontre autour des changements climatiques. Je vous remercie, c'est Hussein, je vous remercie aussi Robin, notre ami de Montpellier, et je remercie Lazine d'avoir bien voulu accepter d'organiser avec nous cette rencontre. Je remercie aussi l'équipe de la FUMI, je remercie Ali et l'équipe technique qui a pu être parmi nous pour réussir cet échange. Merci beaucoup, chers collègues. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.